Bon, alors j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, bon, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, enfin nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que elle s'inscrivait, sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment au cours de la dernière année sur des questions de linguistique historique, de diachronie du berbère. Hein. C'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité, du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des Berbères de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui doit se trouver, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, apparaître très prochainement. Vous verrez que d'une certaine façon, ça n'est pas ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnecté qu'il n'y paraît de, si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elle recoupe, hein, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chaud, hein, disons, du monde contemporain. Ce n'est pas, même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment, elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. Hein. La science ne se déploie pas, même sur des questions très, très techniques, elle ne se déploie jamais dans je dirais, un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Hein. Même les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information, des débats actuels sur lesquels donc je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologiques, voire épistémologiques. Hein. Au fond, pourquoi on dit ça? D'où vient cette thèse? Qu'est-ce qui la motive? Par quel cheminement? Quelle détermination? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudits, comme la linguistique historique, par exemple, et comparée, hein, et notamment cette question de parenté linguistique, eh bien, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, eh bien, même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, hein, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de déterminations idéologiques, hein, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Hein. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, hein, qui sont... et il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça, hein, pourquoi, qu'est-ce qui permet... Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative je dirais, d'éviter en tout cas d'interroger et de questionner sans ménagement toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent pas. Il y a l'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validé, justifié. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldoun est un très grand homme, un très grand historien ou sociologue et historien, dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable et ne doit pas être remis dans son contexte. Hein.
ces thèses, non, comme toute thèse, doit être relativisée, contextualisée et soumise à critique. Hein. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris donc lorsqu'on parlera des questions très très précises, très techniques. Hein. Alors cette question des origines, alors bon, évidemment, cette question des origines berbères a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, hein, je dirais presque depuis l'Antiquité, hein, puisque vous savez déjà que les sources antiques, latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a maintenant une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis donc au moins Salluste jusqu'à la période contemporaine. Et première observation, cette question des origines berbères, effectivement, comme disait Gabriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les Berbères et leur langue. Hein. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories depuis Salluste, ça va des Mèdes, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. Hein. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature si on est un petit peu large, hein, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Hein, et cette diversité, je dirais en elle-même, hein, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des Berbères est en elle-même, je dirais, déjà doit être interrogée. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant, hein, c'est un peu bizarre, hein, cette question récurrente et permanente. C'est bien de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, hein, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture berbère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses ce que vous voulez, enfin, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du XIXe siècle, des auteurs, etc. Mais la société berbère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, déjà, ça amène à une certaine... Ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que source exogène, ça veut dire effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources émanant de personnes qui appartenaient non pas aux sociétés berbères, mais aux sociétés dominantes, hein, aux sociétés conquérantes, hein, latin, grec, ce que vous voudrez, hein, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en gros de la période coloniale au XIXe siècle, et puis, etc. Hein, c'est-à-dire que cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond, on peut déjà se demander si elle n'a pas certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement forts, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément depuis l'Antiquité le contenu concret, on s'aperçoit que d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, hein, on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse. Les Berbères viennent d'ailleurs, et on peut pousser un petit peu plus loin
les Berbères viennent d'ailleurs, donc comme nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Hein. Vous voyez c'est particulier, c'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines, mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Hein. Vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie berbère une mise au point d'Yves Modérand remarquable qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine. On voit très très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Cananéens, des Himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon. Y compris lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine cananéenne ou yéménite des Berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a, immédiate. C'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, il était évidemment le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il était local. Donc là, c'est tout à fait explicite, et d'une certaine façon, on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du XIXe siècle et jusqu'aux premières décennies du XXe quant à une origine européenne. Il est clair que les savants français du XIXe siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hellénique, quant à l'origine germanique des Berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, consciente ou inconsciente, d'une certaine façon. Une double fonction même dans ce cas-là. Dans chaque cas demanderait une analyse critique très précise. Une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes aux Berbères, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là c'est assez direct, les choses sont assez directes. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé, parce que dans le champ de l'opinion, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, on fonctionne toujours sur cette idée que l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue interne, berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près argumentés, pour sortir des mythes, mais sur lesquels on pourra revenir. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, dans
deux thèses principales qui coexistent depuis pratiquement le début du XXe siècle. Même par certains spécialistes avaient émis ces thèses dès le milieu du XIXe en réalité, mais enfin disons que ce sont des théories un peu argumentées depuis la première décennie du XXe siècle, et puis avec chacune d'entre elles a une histoire propre, développement particulier. En gros, s'affrontent deux thèses permanentes depuis au moins les années 20. C'est celle d'une origine et du peuplement et de la langue moyen-orientale, proche ou moyen-orientale, et l'autre, on a souvent l'impression qu'elle est plus récente parce qu'elle a connu des développements très importants récemment, depuis Grünberg en particulier, dans le cadre de la théorie de l'afro-asiatique, si vous voulez. C'est l'origine africaine, l'origine est-africaine en particulier, de cette famille de langues et éventuellement des peuplements. Ce sont les deux grandes thèses disons, dans le champ scientifique que l'on rencontre et qui sont défendues avec autant de vigueur d'un côté que de l'autre. Alors, la thèse d'une origine proche ou moyen-orientale, si vous voulez, est surtout défendue, elle a longtemps été défendue dans le milieu des linguistes de façon quasi exclusive par les sémitisants. Il est certain que les sémitisants, même les plus les plus savants, y compris actuels, contemporains, ont quelques difficultés à admettre que, au fond, le centre du monde, le centre de la culture, le centre de cette grande famille linguistique camito-sémitique ou afro-asiatique ne soit pas situé quelque part au Proche ou Moyen-Orient. Avec cette idée permanente, si vous voulez, que vous retrouvez chez de très nombreux sémitisants, Gardini et autres, qu'au fond, les langues dites camito-sémitiques ou afro-asiatiques de l'Afrique procéderaient toutes d'une sémitisation progressive de territoires africains. Une forme probablement proto-sémitique, donc très très ancienne, se serait diffusée à partir du Proche ou Moyen-Orient vers l'Afrique de l'Est, vers l'Égypte et vers l'Afrique du Nord. C'est une idée très fortement développée chez les sémitisants, je pense en particulier de l'école italienne autour de Garbini, mais aussi des gens plus indépendants dans le champ berbère, des noms que vous connaissez certainement pour les berbérisants. Je pense à quelqu'un comme Werner Wissichl, grand savant, grand érudit, égyptologue, berbérisant, etc., décédé il y a quelques années. Qui allait jusqu'à défendre l'idée, au fond, le berbère comme thèse que nous parlons du berbère, mais la langue berbère, mais la thèse a dans l'esprit de la plupart de ces sémitisants une vanité générale. Le berbère résulterait quasiment, serait une langue mixte en quelque sorte, résultant de la projection d'un proto-sémitique venu du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, sur l'Afrique du Nord, et allant jusqu'à défendre l'idée que le berbère serait une espèce de langue mixte dont la grammaire serait proto-sémitique, et ce qui expliquerait des ressemblances extrêmement fortes dans le système grammatical avec le sémitique, et le vocabulaire appartiendrait à un substrat antérieur, un substrat alors les mots ont parfois, les terminologies ont parfois sont bien pratiques, qu'on appelle entre guillemets méditerranéens. Mais voilà, ça c'est une idée parmi les berbérisants. Wissichl est l'un de ceux qui a le plus développé cette thèse, mais elle est générale, sous des formes un peu particulières dans l'école de Garbini, le grand sémitisant italien, des collègues comme Olivier Durand, etc., développe une thèse assez proche, mais où
on n'aurait pas eu projection brutale et rapide d'un proto-sémitique sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, mais une irradiation progressive qui permettrait d'expliquer certains phénomènes spécifiquement linguistiques. Enfin, on peut dire qu'en gros, les sémitisants considèrent comme acquis que le berceau initial de la famille linguistique camito-sémitique, vous savez que d'ailleurs le changement de terminologie qui est opéré entre camito-sémitique et afro-asiatique correspond aussi fondamentalement à ce changement de théorie sous-jacente quant à l'origine, quant au berceau initial. Donc, la plupart des sémitisants, quasiment tous, il faudra regarder de très très près, il peut y avoir des gens plus prudents. Je pense à notre ami Zaborski, par exemple, sur les questions de localisation initiale, voire de genèse, parce que là, l'idée de fond qu'on retrouve dominante chez les sémitisants, c'est qu'au fond, le versant africain du camito-sémitique serait issu d'une projection date très ancienne d'un proto-sémitique. Au fond, si on analyse et là, faire un petit peu de réflexion méthodologique et épistémologique, si on analyse cette thèse, on peut la résumer à ceci: on projette pour des temps préhistoriques très anciens, on projette des phénomènes historiquement attestés. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à période historique ou proto-historique parfaitement documentée, on a une tendance générale d'une projection du sémitique vers l'Afrique. C'est vrai avec l'expansion phénicienne, c'est vrai avec l'expansion arabe, c'est vrai avec l'expansion antérieure du syllabique, puisque les langues sémitiques d'Éthiopie, la couche sémitique des langues d'Éthiopie, est issue d'une projection à partir de la péninsule arabique, de langues sémitiques anciennes, qui nous donne les langues sémitiques actuelles d'Éthiopie. Donc on a, c'est vrai, si on remonte en gros depuis la fin du deuxième millénaire, l'histoire connue de cet grand espace linguistique, c'est quand même effectivement une projection assez régulière depuis l'expansion phénicienne du sémitique vers l'Afrique. Et au fond, cette idée d'une genèse par un stade beaucoup plus ancien du camito-sémitique par projection d'un proto-sémitique sur l'Afrique est une projection en quelque sorte, est une extrapolation pour des périodes beaucoup plus anciennes de ce phénomène historiquement connu. Vous voyez que des arguments positifs, on y reviendra, des arguments positifs étayant cette hypothèse d'une projection, d'une expansion ancienne vers l'Afrique, en dehors donc des phénomènes historiquement connus, elles n'existent pas, elles sont très problématiques. C'est pour ça que je dis, je crois que c'est d'abord fondamentalement une espèce de projection qui est fondée à la fois sur cette expérience historique particulière. On sait que dans les 3 derniers millénaires, c'est ce qui s'est passé, mais rien ne nous indique que dans les 10 millénaires antérieurs ou les 15 millénaires antérieurs, c'était les mêmes phénomènes. Et deuxièmement, je crois quand même qu'il y a derrière cette idée de l'importance et du dynamisme civilisationnel et culturel du monde sémitique, ne serait-ce qu'à travers l'émergence des religions monothéistes qui leur donnent, avec aussi une idée sous-jacente sur laquelle on reviendra, qui est très importante, c'est là où se fait le croisement avec la préhistoire, c'est que on admet, et on a longtemps admis de façon un petit peu simpliste, que la néolithisation se serait d'abord produite au Moyen-Orient. La néolithisation, c'est-à-dire le passage, au fond, à une économie de production, avec l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie et tout ce qui va avec. Antérieurement, dans les périodes qu'on qualifie de paléolithiques, donc
les hommes, jusque-là, ne vivaient que de prédation, de chasse, de pêche, de cueillette, etc. Mais ils ne savaient pas produire. Ce n'est qu'avec qu'avec cette période dite néolithique que les hommes inventent au fond des moyens, découvrent des moyens de production. Et l'idée sous-jacente, c'est que effectivement, si la néolithisation, c'est-à-dire l'invention de cette nouvelle économie, de ce nouveau mode qui change, qui est une véritable révolution. Vous comprenez bien que tant que les hommes ne vivaient que de prédation, la survie était quelque chose d'extrêmement problématique et que la démographie humaine était extrêmement faible. À partir du moment où les hommes ont su produire leur nourriture, leurs moyens de subsistance, la démographie va augmenter et des possibilités, je dirais, d'expansion vont aussi devenir. On a un déséquilibre, au fond, on a un déséquilibre économique qui rappelle un petit peu les périodes actuelles, où des populations qui savent produire leur subsistance ont je dirais, une force de frappe, une capacité de s'imposer aux autres qui est évidemment beaucoup plus forte. L'idée sous-jacente, c'est que la néolithisation aurait été le facteur de cette expansion. C'est ce qui aurait permis aux proto-sémites, je dirais, de diffuser leur langue, parce que la démographie augmentant, eh bien, on aurait eu les moyens, ces sociétés auraient eu la nécessité et les moyens d'une expansion sur d'autres régions où la néolithisation n'était pas encore acquise. C'est une des thèses sous-jacentes qui n'est pas toujours explicitée par les linguistes, mais qui est très présente chez les préhistoriens, bien entendu. Cette idée que les expansions humaines sont liées à des révolutions technologiques, économiques, qui permettent d'un seul coup à un groupe humain d'acquérir un pouvoir d'expansion. C'est ce qui s'est passé pour les Indo-Européens, très probablement avec la domestication du cheval, qui donne une possibilité d'expansion fantastique. Exactement comme la puissance économique des États-Unis lui a permis d'imposer son modèle à l'échelle du monde, tout simplement. Bon, c'est pas les mêmes techniques, mais c'est le même principe général. Il y a un déséquilibre au niveau des bases économiques des sociétés et des possibilités d'expansion démographique, etc., qui va induire une position prééminente. Mais vous voyez tout ce que ça implique de présupposer. Ça implique que, la néolithisation se soit faite d'abord au Moyen-Orient, ça implique qu'il n'y ait pas eu de néolithisation en Afrique. Et on verra tout à l'heure que c'est pas du tout acquis, que c'était des idées qui circulaient encore jusqu'aux années 80 abondamment. Actuellement, on est beaucoup plus prudent sur ces phénomènes. Donc l'autre thèse alternative, qui a connu un très grand développement depuis les travaux dans les années 50 et 60 d'un grand linguiste américain qui s'appelle Joseph Kinberg. Et c'est avec lui que s'est imposée une autre dénomination, celle d'afro-asiatique. Afro-asiatique sur le modèle de indo-européen, c'est-à-dire une famille de langues qui va de l'Afrique à l'Asie, c'est-à-dire au Proche et Moyen-Orient. Et là, en général, dans ces milieux afro-asiatisants, la thèse retenue est clairement celle d'une origine africaine, en général est-africaine, ou centre-est africaine, Soudan, Éthiopie, Corne de l'Afrique, etc. Et que ce serait à partir de ce noyau-là, c'est là qu'aurait été situé le berceau de la famille de langues afro-asiatiques, et qu'à partir de là, elle aurait diffusé vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord, etc. Alors cette thèse, qui est une thèse qui, si vous voulez, dans l'espace scientifique concerné, occupe une position dominante au niveau international actuellement. Les camito-sémitisants, les afro-asiatisants allemands, américains, russes, je pense à quelqu'un comme Diakonov, ils sont tout à fait sur cette ligne.
le grand afro-asiatisant décédé maintenant, Diakonov, défendait tout à fait l'hypothèse d'une origine africaine aussi. Hein. L'idée étant, alors quels arguments est-ce qu'on a pour défendre cette idée d'une origine plutôt centre-est africain, hein, quelque part avec des localisations qui peuvent varier selon les auteurs, selon les thèses. C'est d'abord un argument purement géographique. Cette grande famille linguistique comporte au minimum 5 branches, peut-être 6 branches, hein, peut-être d'autres encore. Hein, le berbère, l'égyptien ancien, le sémitique, le couchitique et le tchadique. C'est local, hein, donc là c'est tout à fait explicite et d'une certaine façon on peut faire le même type d'approche, d'analyse pour les très nombreuses thèses du 19e siècle et jusqu'aux premières décennies du 20e quant à une origine européenne. Hein. Il est clair que les savants français du 19e siècle, des premières périodes de la colonisation en Afrique du Nord, ont énormément défendu des thèses quant à l'origine celtique, quant à l'origine hellénique, quant à l'origine germanique des berbères, etc. Et on voit bien que ça a une fonction, hein, que ça a une fonction consciente ou inconsciente, hein, d'une certaine façon, une double fonction même dans ce cas-là. Hein, dans chaque cas demanderait une analyse critique très précise, une double fonction. Si cette population indigène est d'origine extérieure, elle est donc pas beaucoup plus légitime que nous à exercer puissance coloniale, à exercer sa domination sur cette région. Et deuxièmement, évidemment, en affirmant des attaches européennes aux Berbères, on légitime aussi une colonisation de type européen. Donc je crois que là c'est assez direct, hein, les choses sont assez directes. Hein. Bon. Et puis, en même temps, il est vrai que cette question a toujours préoccupé parce que dans le champ de l'opinion, bon, cette question des origines est très directement liée à des questions de légitimité, de légitimation. Au fond, on fonctionne toujours sur cette idée que l'autochtone, l'indigène, aurait des droits particuliers par rapport au territoire, comme si l'histoire du monde n'était pas faite de mouvements incessants et permanents et de brassages permanents. Mais donc, de tous les points de vue, hein, que ce soit d'un point de vue interne, berbère, que ce soit des discours actuels berbères, que ce soit des discours externes, on voit bien que ce sont des questions qu'il est très difficile de déconnecter complètement d'enjeux plus ou moins conscients liés à des phénomènes de légitimation. Hein. Alors, pour en revenir au terrain plus proprement scientifique des savoirs contemporains, à peu près argumentés, pour sortir des mythes, hein, mais sur lesquels on pourra revenir. Hein. Comme vous le savez, certainement, on est, pour ce qui concerne le peuplement de l'Afrique du Nord et l'origine de la langue, on peut déjà se demander si elle n'a pas certains éléments de détermination idéologique et historique extrêmement forts, qui est que les conquérants, les puissances dominantes en Afrique du Nord ont eu besoin de se poser, d'émettre des théories sur les origines, et qu'on en voit précisément depuis l'Antiquité le contenu concret, on s'aperçoit que d'une certaine façon, ça concourt toujours, directement ou indirectement, à une forme de légitimation de la domination étrangère. Au fond, tous ces discours parascientifiques, hein, on commencera par eux, aboutissent tous à la même thèse. Les Berbères viennent d'ailleurs, et on peut pousser un petit peu plus loin. Les Berbères viennent d'ailleurs, donc comme nous venons d'ailleurs, nous sommes aussi légitimes qu'eux à exercer la domination sur cette région. Hein. Vous voyez très c'est particulier. C'est peut-être un peu flou dans les sources les plus anciennes, je pense aux sources latines,
Mais c'est particulièrement évident pour les sources médiévales arabes. Vous avez là, vous avez dans la dernière livraison de l'encyclopédie berbère une mise au point d'Yves Modérand remarquable qui suit depuis l'Antiquité ces mythes d'origine. On voit très très bien que ces mythes d'origine ont aussi une fonction de légitimation idéologique, voire parfois strictement politique, comme ça l'a été au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge musulman en Afrique du Nord. Au fond, d'une certaine façon, en affirmant que les Berbères viennent d'ailleurs, sont des Cananéens, des Himyarites, des ceci ou des cela, on légitime en quelque sorte, je dirais, on sape la légitimité qui peut être attachée à l'autochtonie et on légitime sa propre domination d'une certaine façon. Y compris lorsque ces thèses sont formulées par des Berbères proprement eux-mêmes. Comme vous savez, les généalogistes médiévaux étaient en grande majorité des Berbères, et ils ne se sont pas privés de démontrer, de défendre des thèses d'une origine cananéenne ou yéménite des Berbères, etc. Et on voit très bien la fonction idéologique que ça a immédiate. C'est une légitimation de pouvoir, parce que dans ce monde médiéval d'influence arabo-musulmane, il était évidemment le pouvoir était plus légitime s'il avait un lien avec le Moyen-Orient et le cœur du monde arabe que s'il est... Bon, alors j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet, surtout parce que ça s'inscrivait, il y a effectivement des éléments éventuellement innovants, nouveaux, dans la recherche, que ce soit du côté des préhistoriens ou des linguistes, mais aussi parce que elle s'inscrivait sur ce sujet, une intervention, disons, s'inscrivait dans la lignée de au moins deux autres interventions que j'ai faites récemment au cours de la dernière année sur des questions de linguistique historique, de diachronie du berbère. C'est sûr que ça peut paraître un peu déconnecté de l'actualité, du monde contemporain. J'aurais pu aussi tout à fait vous parler des Berbères de Libye, par exemple, qui était une actualité plus chaude, et je viens avec Massine, qui doit se trouver, qui devrait venir déterminer un article sur le sujet, apparaître très prochainement. Vous verrez que d'une certaine façon, ça n'est pas ce sujet, cette interrogation sur les origines n'est pas aussi déconnecté qu'il n'y paraît si ce n'est de problématiques, en tout cas de questions assez contemporaines. En tout cas, elle recoupe, comme vous le savez, vous vous en doutez tous, des problèmes idéologiques, des problèmes, je dirais, assez chaud disons, du monde contemporain. Ce n'est pas, même si ça nous renvoie à plusieurs millénaires, voire des dizaines de millénaires en arrière, ces questions-là, elles font partie du champ des débats qui sont parfois extrêmement animés et vifs, parce qu'évidemment, elles ont des connexions, des implications, des liens avec les débats idéologiques. La science ne se déploie pas, même sur des questions très, très techniques, elle ne se déploie jamais dans je dirais, un univers aseptisé, hors du temps et des sociétés. Même les questions les plus... Et je dirais d'ailleurs, j'insisterai assez lourdement, au-delà des données factuelles, des éléments d'information ou des débats actuels sur lesquels donc je reviendrai, j'insisterai quand même, comme je l'ai fait au cours des précédentes interventions, sur des aspects, je dirais, plus méthodologiques, voire épistémologiques. Au fond, pourquoi on dit ça? D'où vient cette thèse? Qu'est-ce qui la motive? Par quel cheminement? Quelle détermination? On s'aperçoit que très souvent, effectivement, y compris dans des secteurs qui peuvent paraître extraordinairement techniques, érudits, comme la linguistique historique, par exemple, et comparée, notamment cette question de parenté linguistique, eh bien, qui est peut-être le cœur le plus érudit de la linguistique, et bien même dans ces secteurs-là, en réalité, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées toutes faites, beaucoup de détermination idéologique, et beaucoup d'approximations aussi, finalement, parce que
dès que le savant sort du champ d'application de son érudition stricte, au fond, il est comme tout le monde. Hein. Il véhicule des tas d'idées toutes faites, on ne sait pas d'où elles viennent, hein, qui sont... et il est important de les interroger. Pourquoi on dit ça, hein, pourquoi, qu'est-ce qui permet... Et là, de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur ce genre de sujet, comme sur tous, sur la nécessité impérative de, je dirais, d'éviter les... en tout cas d'interroger, de questionner sans ménagement toujours l'argument d'autorité. Les choses ne tombent pas. Il y a l'autorité, je dirais, scientifique n'est pas un argument de validation. Chaque thèse, chaque énoncé doit être précisément validé, justifié. Ce n'est pas parce que X ou Y a produit ou occupe une position éminente dans le champ académique que ce qu'il dit est nécessairement argumenté, motivé, explicitement, expressément. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour considérer que ce sont des questions acquises. Pour prendre un exemple qui nous concerne directement, ce n'est pas parce que M. Ibn Khaldoun est un très grand homme, un très grand historien ou sociologue et historien, dont l'importance est reconnue par tout le monde, que ce qu'il écrit n'est pas questionnable, interrogeable et ne doit pas être remis dans son contexte. Hein. Ces thèses, non, comme toute thèse, doit être relativisée, contextualisée et soumise à critique. Hein. C'est un petit peu, je crois, le fil conducteur de toutes mes interventions antérieures, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de conserver comme approche, y compris donc lorsqu'on parlera des questions très très précises, très techniques. Hein. Alors cette question des origines, alors bon, évidemment, cette question des origines berbères a fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, hein, je dirais presque depuis l'Antiquité, hein, puisque vous savez déjà que les sources antiques, latines en particulier, puis les sources arabes et aussi des sources hébraïques, puisqu'on a maintenant une documentation beaucoup plus précise sur ces questions-là, toutes sortes de thèses ont été évoquées depuis donc au moins Salluste jusqu'à la période contemporaine. Et première observation, cette question des origines berbères, effectivement, comme disait Gabriel Camps il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, il y a peu de régions dont on n'a pas fait venir, on n'a pas essayé de faire venir les Berbères et leur langue. Hein. Au fond, quand on voit un peu toutes ces théories depuis Salluste, ça va des Mèdes, de la Perse, des Cananéens, des Gaulois, des Germains, de ce que vous voulez. Hein. On peut rencontrer absolument toutes les thèses dans la littérature, si on est un petit peu large, hein, bien entendu. Et même dans le champ scientifique, disons contemporain, les thèses sont diverses. Hein, et cette diversité, je dirais, en elle-même, hein, cette récurrence, cette permanence et cette diversité des thèses sur l'origine des Berbères est en elle-même, je dirais, déjà doit être interrogée. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète tant, hein, c'est un peu bizarre, hein, cette question récurrente et permanente. C'est bien de façon, je crois, très évidente, parce que déjà, de manière tout à fait immédiate, il faut se poser la question d'où viennent ces thèses. Ces thèses sont toujours des thèses exogènes. Un problème fondamental, hein, ce sont toujours des thèses exogènes. Ce ne sont pas des thèses qui émanent de la société, de la tradition, de la culture berbère. Ce sont des thèses latines, ce sont des thèses ce que vous voulez, des auteurs latins, des auteurs arabes, des auteurs occidentaux du XIXe siècle, des auteurs, etc. Mais la société berbère elle-même n'a jamais produit de théorie explicite, en tout cas, quant à ces théories. Et quand on a rappelé ça, déjà, ça amène à une certaine... Ça impose une certaine nécessité de distanciation, parce que les sources exogènes, ça veut dire effectivement, si on se cale par rapport à l'histoire de l'Afrique du Nord, évidemment, pour l'essentiel, des sources
émanant de personnes qui appartenaient non pas aux sociétés berbères, mais aux sociétés dominantes, aux sociétés conquérantes, latin, grec, ce que vous voudrez, jusqu'aux périodes contemporaines, où toutes ces théories nous viennent en gros de la période coloniale au XIXe siècle, et puis etc. C'est-à-dire que toute cette litanie de thèses sur les origines extrêmement diverses, au fond,